Bonjour à tous. Bienvenue dans le forum de la Tribune. Partageons l'économie pour cet événement qui est consacré à l'engagement. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur le site de latribune.fr, sur les réseaux sociaux évidemment, et que vous pourrez aussi écouter le replay sur Spotify. Alors, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir un dirigeant discret, mais dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, qui a souvent fait la une des journaux, quelqu'un dont la parole est rare et qui nous fait l'honneur d'être là avec nous. Emmanuel Faber, l'ancien patron du groupe Danone, qui a quitté l'entreprise en mars dernier. Et s'il y a bien un adjectif qui revient quand on parle de vous, Emmanuel Faber, c'est l'engagement. Vous avez pris des positions souvent iconoclastes, certains diront avant-gardistes, d'autres peut-être diront qu'elles étaient plus périlleuses sur l'engagement en tant que dirigeant de ce géant, ce fleuron français de l'alimentation. Bonjour Emmanuel Faber et merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'accueillir, bonjour. Une première question, tout d'abord, comment se passe votre nouvelle vie ? Elle se passe fort bien, c'est un privilège en fait de se retrouver en situation de pouvoir choisir le matin ce que je vais faire avec un peu plus de liberté que je n'en avais, parce que le métier de patron, de patronne, c'est un métier vraiment dans lequel le service de l'entreprise passe avant tout, et du coup, ça vient avec le mot service, il y a le mot servitude. Donc j'en ai beaucoup moins aujourd'hui et c'est une grande liberté. Et alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des causes pour lesquelles vous êtes engagé ? Mes engagements sont sans doute des engagements qui sont ceux d'une vie. La question de la justice climatique, de la justice sociale m'habite depuis des années et des années, et je pense qu'elle va continuer à motiver mon action, en tout cas aujourd'hui mes réflexions. Mais je suis dans une phase de jachère, c'est-à-dire que le sol travaille, et c'est une phase dans laquelle surtout je cherche à rencontrer des gens encore plus divers que d'habitude, écouter, ouvrir des angles morts, réouvrir des sujets que je n'avais pas eu le temps de creuser sûrement pas dans ces derniers mois, mais même dans ces dernières années. Et je continue à être vraiment persuadé que l'enjeu social et climatique de l'économie est fondamental. C'est même une question de survie pour nos économies de marché. Alors justement, on vous a quitté, vous étiez un fervent défenseur, et encore aujourd'hui, de l'entreprise à mission. Et le débat que nous avons ce matin, c'est est-ce que la crise a tué ou imposé l'entreprise à mission, c'est-à-dire une entreprise qui va, si on veut schématiser un peu, au-delà de la simple recherche pure du profit. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte de crise, c'est réaliste de croire encore à l'entreprise à mission ? C'est non seulement réaliste, c'est nécessaire. C'est-à-dire ? On l'entendait dans le débat tout à l'heure entre Jean-Dominique Sénard et Pascal Demerger. La crise a révélé à ceux et celles qui l'avaient oublié que le rôle d'une entreprise n'est pas de faire des profits. Le profit, c'est le moyen. C'est ce qui permet, et il est absolument nécessaire, d'investir pour demain. Or, une entreprise qui oublie d'investir pour demain, elle s'arrête. Et une économie qui oublie d'investir pour demain, elle s'arrête. Et ce que Jean-Dominique Sénard partageait sur la motivation que crée l'émergence d'une mission et d'un sens pour des salariés, c'est une réalité qui, je crois, se rattache au sens même du travail pour chacune et chacun d'entre nous. Pourquoi travaillons-nous ? Pourquoi est-ce que, on se le disait, les radios ont travaillé pendant les confinements ? Brusquement, tout le monde s'est aperçu que l'économie avait une mission qui est de servir la vie humaine. Et du coup, c'est une mission qui incombe à chacune de ces entreprises. Donc, je ne pense pas que la crise ait imposé, je ne crois vraiment pas qu'elle ait tué l'entreprise à mission, ça vraiment au contraire. Je ne pense pas non plus qu'elle l'ait imposée, mais elle rend évidente le fait que, quand on parle de stakeholders capitalism, c'est-à-dire le capitalisme des parties prenantes et pas seulement la suprématie des actionnaires, c'est quand même une évidence. Les gouvernements ont passé leur temps à ouvrir et à fermer en permanence des économies, donc s'il y a bien un moment où on a réalisé qu'on n'était pas tout seul à décider dans une entreprise, c'était l'année dernière. Et par ailleurs, on a vu les élans incroyables dans les entreprises
entreprise, de solidarité entre salariés, de l'importance, on a redécouvert des métiers qu'on avait oubliés parce qu'on ne les voyait pas et on ne les rémunérait sans doute pas suffisamment. Donc la crise a été un incroyable révélateur de la puissance de sens que représente l'économie. Vous avez parlé des salariés, vous avez parlé des dirigeants, vous avez prononcé le mot d'actionnaire. Est-ce que les actionnaires sont aussi sur cette ligne-là ? Écoutez, on ne peut pas, et ça a été dit aussi, on ne peut pas dissocier la performance économique et la performance sociale et environnementale. Je pense que les opposer, les dissocier, c'est une aberration, c'est une impasse. En revanche, si les actionnaires de Danone, il y a exactement un an, ont voté à 99,4%, l'adoption du statut de société à mission, c'est aussi parce que depuis 5 ans, les résultats de Danone étaient excellents, juste avant la crise du Covid. 50% de croissance du résultat net par action en 5 ans. Donc c'est une question d'équilibre. Et pourtant, est-ce que, pardonnez-moi de vous poser la question aussi franchement, mais est-ce que votre éviction, c'est pas plutôt le crash test des entreprises à mission ? Alors non, pas du tout. Il ne faut pas se tromper du tout, et c'est sans doute pas le lieu de le faire, mais mon éviction n'a rien à voir avec ça. Elle a à voir avec la vision d'un conseil qui a été largement dysfonctionnel et dont la réforme reste, de mon point de vue, une urgence pour l'avenir de cette entreprise. Mais de nouveau, ça n'est pas le sujet. La réalité, c'est qu'à l'inverse, malgré l'éviction du président directeur général qui a porté avec son conseil, avec toute une équipe, avec les salariés de Danone, avec les actionnaires, un projet d'entreprise à mission. Malgré son éviction, cette entreprise est une entreprise à mission. Et le lendemain matin de cette éviction, le nouveau président du conseil a rassuré tout le monde en disant qu'il n'était pas question de remettre ce statut en cause. Donc pour vous, le socle est sauvé. Je pense qu'une entreprise qui traverse une crise aussi grave que celle que nous traversons, Danone a traversé sur le plan économique, avec des marchés qui se sont fermés. Effondré, le marché de l'eau, notamment. Le marché de l'eau, les terrasses qui étaient fermées, etc. Un cours de bourse qui fait moins 30%. Un conseil qui dysfonctionne, un PDG qui finit du jour au lendemain ailleurs que dans ses fonctions, au milieu d'un plan de transformation, Local First, pour asseoir l'ancrage local de cette entreprise, des suppressions d'emplois, soutenues par les syndicats. Et si malgré tout ça, cette entreprise continue à être une entreprise à mission, on ne peut pas imaginer un test ou une épreuve du feu plus importante. Et donc ça veut dire que ce modèle est solide. Et je voudrais le dire, c'est que le statut d'entreprise à mission, au total, on va le voir, on l'a déjà vu, a joué un rôle de stabilisateur. C'est très intéressant de voir que les législateurs aux États-Unis, puisqu'il y a d'autres formes aux États-Unis que Danone avait d'ailleurs adopté à l'occasion de l'acquisition de WhiteWave en 2016, qu'on appelle là-bas des Public Benefit Corporations. Parmi les éléments que le législateur a voulu mettre en avant, c'est celui précisément de permettre, dans les cas de changement de gouvernance et de leadership, la continuité de la mission de l'entreprise. C'est prévu parmi les attendus de la loi aux États-Unis. Donc on voit bien ce rôle-là, et d'ailleurs le comité de mission de Danone a joué un vrai rôle de stabilisateur dans cette situation. Si c'est un modèle si intéressant, si stabilisateur comme on l'entend, pourquoi aujourd'hui si peu d'entreprises s'y sont engagées, ou en tout cas on voit bien il y a un certain nombre de réticences à y aller? C'est normal. C'est un modèle qui produit du sens. Et le sens nécessite quelque chose qui est compliqué, qui est la cohérence. Il faut faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, être cohérent. Une entreprise ne peut jamais, et personne ne peut jamais être cohérent à 100%. Et donc, il y a une première phase qui a été permise par la loi Pacte, qui est celle de la raison d'être. Beaucoup d'entreprises ont saisi cette opportunité, et je crois que c'est vraiment en soi quelque chose de très important, parce que ça permet de repérer, en effet, pour chaque salarié, pour les parties prenantes, le rôle que l'entreprise veut jouer. Ça donne un cap. Ça donne un cap, voilà, absolument. L'étape suivante, c'est l'entreprise à mission. Je comprends très bien qu'elle nécessite d'une part de la cohérence dans le temps. Chez Danone, ça a été possible parce que un cadre a été posé
lancé en 1972 par Antoine Riboud avec son discours sur le double projet économique et social, puis en 2005 par Franck Riboud avec la mission de Danone, ouais. Et puis on a mis ça, la génération suivante, dans les statuts de l'entreprise. Mais ça nécessite de la cohérence dans le temps, du temps long, ça nécessite que ça s'inscrive dans ces cycles de collectifs qui font qu'il y a des alignements de planètes. Les planètes étaient alignées pour nous l'année dernière, c'est la raison pour laquelle on l'a fait. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les parties prenantes sont suffisamment mûres, les salariés, les actionnaires, les citoyens, on voit aussi un certain nombre d'activistes, les associations, les ONG. Est-ce que vous avez le sentiment que là aussi il y a un alignement ou au contraire ça tiraille encore un peu? Alors, il y a une ébullition, il n'y a pas d'alignement, il y a une ébullition, il y a un intérêt pour cette matière qui est colossal. Je l'ai dit, je l'ai écrit, le sens est un avantage concurrentiel. Enfin, même en temps de crise ? Encore plus en temps de crise. Encore plus en temps de crise. Et il est complexe. C'est vrai que quand on pose en même temps un plan de réorganisation qui se traduit par des suppressions d'emplois, personne ne remet en cause la raison pour laquelle nous le faisons. C'est-à-dire que l'idée que des grandes structures pyramidales comme les nôtres aujourd'hui pourraient, comme il y a 20 ans, quand le monde était linéaire, que tout le monde était en train d'ouvrir partout les mêmes marques, etc., se dire qu'aujourd'hui, encore, une entreprise pourrait gagner en gardant des modèles verticaux comme cela, alors que tout parle de souveraineté alimentaire locale, que les systèmes, la biodiversité, les systèmes agricoles vont nécessiter cette relocalisation, que les consommateurs la demandent, personne ne remet en cause le pourquoi. Donc cette question du sens est bien ce qui permet, même dans des situations difficiles de crise, d'expliquer pourquoi la compétitivité, l'organisation, la capacité à investir demain en augmentant les marges et en les protégeant peut passer par des questions aussi douloureuses que celles de suppression d'emplois. Mais est-ce que ce n'est pas un peu naïf de penser que l'économie de marché doit intégrer la justice sociale, la justice climatique dans un monde finalement qui est global ? Non, je crois que ça n'est pas naïf, c'est nécessaire. Je le disais différemment, les patronnes ont un droit au pragmatisme le plus total, mais un devoir d'utopie. Et aujourd'hui, ceux qui ne le feront pas vont être rattrapés. Bruno Le Maire l'exprimait plus tôt dans ce podcast. Il se passe aujourd'hui même, entre les États-Unis et l'Europe, une guerre ouverte sur les métriques liées à tous les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est maintenant que ça se passe. Il y a une task force qui a été mise en place par la Commission européenne pour travailler, pour édicter des normes qui s'imposeront comptablement aux entreprises européennes sur l'exercice 2023. Mais justement, est-ce que ce n'est pas des contraintes supplémentaires qu'on met aux entreprises alors qu'elles sont affaiblies aujourd'hui par la crise ? Ce sera le seul moyen, c'est le seul moyen pour que dans une finance qui est une finance globale, ces métriques permettent d'aligner l'investissement financier avec le cycle de vie des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, même dans une entreprise à mission, le conseil d'administration a pour seul incentive financier les actions détenues par les administrateurs, rien à voir avec les critères de la mission qui sont dans les statuts, par exemple, et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut regarder dans la réforme de la loi Pacte, mais et surtout, les gestionnaires de portefeuille qui détiennent des actions dans les grandes entreprises françaises, on va dire, aujourd'hui, n'ont aucun moyen de pouvoir se retrouver en situation d'avoir un quelconque intérêt financier à faire autre chose que la maximisation du cours de bourse ou des profits ou du dividende de l'entreprise. Le jour où tout le monde est d'accord sur ce que c'est que les émissions de CO2 d'une entreprise. Nous, on a décidé en 2019 de publier un résultat net courant par action ajusté de la charge carbone. C'est très intéressant parce que ça a permis de dire aux actionnaires, si on vous verse un dividende au-delà de ce résultat ajusté, ça veut dire que nous ne travaillons pas à la santé des sols dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, donc il n'y aura plus d'agriculture, donc vous n'aurez plus de profit. Et là, on commence à voir qu'on peut discuter ensemble. Donc imaginez que demain, toutes les entreprises aient un reporting comptable qui soit sous forme d'une norme sur le CO2. Sur le CO2. Absolument. Ça va permettre de calculer aussi de la performance CO2 d'un portefeuille d'actions et pas seulement la performance financière. Et au bout d'un moment, ça veut donc dire qu'on va se retrouver avec des BlackRock et d'autres qui le disent mais ne le font pas encore suffisamment, en tout cas très clairement, d'autres le font bien entendu, en capacité d'aligner le cycle de la finance avec le cycle des entreprises. Sauf qu'on entend, vous rappeliez tout à l'heure, il faut du temps long. Est-ce qu'en cette sortie de crise, on a le temps ? On va voir
pire, on voit le pire et le meilleur, je pense. Mais oui, cette question du temps, elle est là. Mais, et est-ce que les actionnaires sont prêts à renoncer à certains profits à court terme pour pouvoir gagner, si je vous suis? On essaye une question à la fois, peut-être, et je vais essayer d'être plus court dans ma réponse. Mais regardez ce qui s'est passé en Europe. Qui aurait imaginé, avant les élections européennes, de se retrouver avec un Green Deal comme on l'a aujourd'hui? Voilà. Et d'ici la fin de l'année, il va y avoir une renégociation de la politique agricole commune dans laquelle les questions de métrique du carbone dans le sol vont être abordées et intégrées. Donc le temps long, il est là. C'est-à-dire qu'on a en Europe en ce moment la chance, peut-être qu'aux États-Unis, les citoyens américains la retrouvent de nouveau, la chance de réfléchir aussi et d'agir sur du temps long. Donc quand on voit les métriques ESG qui se mettent en place et les normes comptables au niveau mondial, on est en train de rentrer dans la capacité à gérer ce temps long. Quand on voit les plans de relance absolument massifs, alors qu'il n'était pas question de sortir de l'austérité budgétaire il y a 1 an et demi. Encore 1 an et demi, oui. Donc cette crise, elle révèle la nécessité du temps long, elle révèle la question de la résilience en fait, et pas seulement de l'optimisation à très court terme sur des métriques comptables, mais c'est pareil pour le PNB entre nous. Le PNB est complètement obsolète. Il ne tient compte en rien des externalités très importantes dont on voit qu'elles ont des impacts dès aujourd'hui. Pour vous, cette crise, c'est un accélérateur de changement du coup? Absolument, c'est clair. Donc, qui va nous faire gagner des décennies, du temps. Si vous voulez, c'est frappant, mais là, peut-être qu'on sort du champ direct de cette discussion, mais c'est frappant de voir que si on raisonne en PNB par habitant, au 2e trimestre de l'année dernière, mais même sur l'ensemble de l'année, les PNB ont reculé de 10 à 15 ans par habitant. On s'est retrouvé, en termes monétaires, en tout cas de PNB, dans une situation qui était celle de 2005 ou de 2000. Et donc la question que nous pose cette crise, c'est si on est de retour là, est-ce que le plus urgent, c'est vraiment de se retrouver à 2019 avec son pic de PNB dans lequel il y a de nouveau tout un tas de choses qui ne sont pas reconnues, n'ont pas de sens, etc. Des inégalités, ou est-ce que, y compris des inégalités climatiques, sociales, etc. Ou est-ce qu'on décide de prendre un chemin alternatif qui fait que lorsque notionnellement on se retrouvera en 2019, on ne sera pas dans la situation de la pandémie dans laquelle on est et de la situation générale dans laquelle, malgré tout, je pense que les systèmes capitalistes tels qu'on les a pensés ou on les a laissés vivre sont dans une forme d'impasse s'ils ne se transforment pas. Donc oui, on a vraiment l'option aujourd'hui, politiquement, en France, en Europe, plus généralement, on verra ce que fait Ngozi Okonjo-Iweala à l'OMC par exemple, de retravailler sur du polylatéralisme sans doute différent de la vision très globalisante qu'on avait jusqu'à présent. Donc vous pensez que le capitalisme va pouvoir changer là, à l'aune de cette crise? C'est le moment? Il va devoir changer de gré ou de force. D'accord. Et moi je n'utilise pas le terme de capitalisme, je trouve que c'est une... avoir systématisé dans un terme ce qui n'est qu'un moyen essentiel, qu'on soit bien d'accord. C'est de l'économie de marché. Moi, je crois à l'économie de marché parce que c'est fondamentalement ce qui permet de créer, de générer de la valeur au sens humain du terme de la façon la plus durable possible, puisque ça s'auto-entretient. Merci beaucoup pour cette réflexion ce matin à bâton rompu. Merci Emmanuel Faber. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur Spotify. Merci beaucoup. Merci à vous.